numéro 5138. Hein? Là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien que une femme vient trouver le prophète et dit: mon père m'a marié contre ma volonté. Et le prophète annula le mariage. Est-ce que vous faites de Sahih Bukhari 5136, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: une veuve ne se marie pas sans être consultée. Et une vierge ne se marie pas sans son autorisation. Manda, on va pas aller dans le consentement maintenant, on va aller juste après. Manda, donc tu confirmes ce que j'ai dit. Merci. Les gars, on va aller juste après dans le consentement, pas maintenant. Vanraj, vas-y, reviens. Oui, en fait, il faut distinguer les sujets. Il y a la consommation et le consentement, c'est deux sujets différents. Là, le premier sujet, c'est la question de la souffrance et du consentement. Jacques Le Fou, donc, il l'a admis, à demi-mot, il n'a pas de source. Il n'a pas de source, il n'a pas de preuve, il n'a pas de texte, il n'a pas de hadith, il n'a pas de source au sujet du prophète alayhi salam, il n'a pas de source au sujet d'Aïcha, il n'a pas de source de savant, ni contemporain, ni médiéval, ni du 11e, ni du 10e, ni du 9e, il n'a pas de source. On l'a compris. Son seul argument, c'est de dire, si vous permettez 9 ans et 54 ans, ça prouve qu'il y a souffrance. Très bien. Bon. Donc, ça veut dire que pour Jacques Le Fou, un mariage entre une personne de 9 ans et de 54 ans, ça implique systématiquement de la souffrance. Est-ce que tu peux le prouver, ça, ou pas? On t'écoute. Ben c'est plus que ça, c'est condamnable par la loi et sévèrement condamné. C'est pas ma question. À cause d'un préjudice, justement. Il condamne quoi? Non, c'est pas ma question. Écoute bien. Il condamne quoi? La loi condamne quoi? Écoute bien ma question. Est-ce que tu peux prouver que dans tous la loi les cas... condamne quoi, mon pote? Laisse-moi finir. Attends sa question. Est-ce que tu peux prouver que dans tous les cas de figure, une consommation entre une personne de 9 ans et de 54 ans implique de la souffrance, oui ou non? Merci beaucoup. Est-ce que tu sais que dans tous les cas de figure, ce genre d'acte est condamné par la loi et sévèrement? Est-ce que tu le sais ou pas? C'est pas la question. Si, c'est la question. Non, c'est pas la question. Si, c'est la question. Et c'est la réponse. C'est pas la question. C'est vraiment pas la question. On voit pas de condamnation ici. Mais pas, Tu me fais descendre ou moi je descends. Mais encore une fois, mon micro, je pars. Je suis en train de répondre. Vous me fermez mon micro. Mais attendez, parlez pas en même temps. Vous êtes sérieux? Une fois et je pars. Simplement. S'il vous plaît, moi je suis resté. Quel est le rapport entre la loi moderne? Attends, laisse 30 secondes. On ne veut pas interférer, mais on a des questions. Juste laisser un débat 1v1, comme ça va être plus facile. Donc, s'il vous plaît, laissez le fait qu'il soit là, parce qu'on a des questions à lui poser aussi. Il y a longtemps qu'on veut lui poser ces questions-là. Donc, on se tait pour laisser la possibilité aux frères de lui épuiser ses stocks de questions. Mais nous, on en a aussi à lui poser. Sur le même sujet, je pourrais même poser ma question en parenthèse et puis ça continuerait. Mais comme vous êtes déjà lancé, je vous laisse aller. Mais j'ai des questions à lui poser aussi. Merci. Franchement, je pense que si on laissait Van Reich s'exprimer sur ce sujet, il y a longtemps, on l'avait épuisé, non? Les gars. En fait, moi, regardez. Van Reich a déjà épuisé le sujet. C'est fini, ça. Jacques n'arrive pas à donner de preuves de sa question. Le sujet est déjà épuisé. Peut-être que Van Reich va permettre que les autres puissent poser les questions sur la même thématique. Sinon, c'est mort, ça. Jacques a démontré devant tout le monde ici qu'il est tout simplement un mytho, haineux de l'islam, qui n'a pas de fondement, qui essaie juste de faire plaisir à l'Occident, qui l'accueille, qui le nourrit, et qui essaie juste d'avoir la bonne grâce de l'homme blanc, c'est tout en salissant l'islam. On est au courant de la méthode. Donc je pense que Van Roche a tué. Tu m'as démasqué. Un homme qui ose établir le critère de la souffrance sur l'âge de 9 ans, un homme qui ne sait même pas quand date le mot dopé, il ne sait même pas quand ça date, il ne connaît même pas la définition du mot dopé. Parce que si tu connais la définition de dopé, tu ne peux jamais tasser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dopé. C'est impossible. C'est un ignorant. Moi, je suis heureux qu'on l'ait ici, parce qu'au moins, nous sommes à la clinique psychiatrique avec beaucoup de médecins qui vont aider le fou à avoir toute sa clairvoyance et toute sa lucidité. Donc, on permet aux autres de poser des questions, pourquoi pas, genre là. Repose ta question, il faudrait qu'il réponde quand même à ta question. Parce que là, c'est une question... Moi, ce que je lui ai posé comme question, c'est de prouver que dans tous les cas de figure, un mariage entre une fille de 9 ans et un homme de 54 ans, ça implique nécessairement de la souffrance. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, oui, mais la loi l'interdit. Donc pour lui, parce qu'une loi interdit quelque chose, c'est une preuve. Il n'a pas donné de preuve, hein. Il a juste dit la loi l'interdit. Moi, je peux te citer une loi. Regarde, moi, je peux te citer par exemple le fait que certains cas d'inceste ne sont pas interdits.
Est-ce que pour autant c'est bien? Non, c'est pas pour autant bien. Encore l'inceste. Laisse-moi finir. Bah oui, encore l'inceste. Parce que visiblement, vous n'arrivez pas à répondre à ça. Non, mais c'est un fait. Donc, moi, laisse-moi finir. Je te demande une preuve. De citer une loi dans un pays particulier, dans un contexte particulier, à un instant particulier, c'est pas une preuve de ce que tu as dit. Nous, on veut la preuve que dans tous les cas de figure, une consommation entre une fille de 9 ans et un homme de 54 ans implique la de 9 ans et un homme de 54 ans implique la souffrance. Soit tu as... Et on change de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la preuve. S'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Vraiment, je vous en supplie. Parce que c'est un... Parce que c'est un... Qu'en 2025, on en soit arrivé là. Voilà, je voulais quand même le signifier. Qu'on doit donner la preuve à des adultes, en 2025, qu'il y a de la souffrance quand il y a une relation entre un homme de 54 ans et une gamine de 9 ans. Donc ma preuve, ça va être sur 3 plans. Ça va être sur le plan, ce qu'on appelle le plan physiologique, le plan psychologique et sur la définition même du consentement. Donc sur le plan physiologique, et c'est pour ça que je t'ai cité la loi, parce que la loi existe, parce que les connaissances aujourd'hui qu'on a nous indiquent qu'il y a préjudice sur le plan physique, sur le plan psychologique, et sur le plan du consentement. Donc sur le plan physique, on sait que les petites filles ne sont pas aptes à avoir ce genre de relation. Il y a un énorme risque, je le répète, il y a un énorme risque de 1, s'il y a ce genre de relation, qui est ce qu'on appelle une hémorragie interne, qui peut amener à la mort. Il y a même eu des cas, il y a pas très longtemps au Yémen. Ça veut dire s'il y a hémorragie interne. Mais même s'il n'y a pas hémorragie interne, supposons que la fillette, elle tombe enceinte. On le sait aujourd'hui qu'une gamine de cet âge-là qui tombe enceinte, son bassin n'est pas assez développé. En fait, à 9 ans, c'est pas possible. C'est vraiment très jeune. Il y a un énorme risque, encore une fois. En fait, le risque est tellement énorme que lorsque tu vas dans un hôpital, et tous les médecins qui travaillent dans les hôpitaux peuvent confirmer que toute femme, toute fillette qui a moins de 18 ans, qui rentre à l'hôpital, qui est enceinte, on la marque comme grossesse à risque. Je suis ébahi que je suis obligé de dire ça à des adultes en 2025. Mais je vais continuer. C'est-à-dire son bassin n'est pas développé. C'est-à-dire il y a un énorme risque pour elle. Il y a un énorme risque pour le fœtus ou pour le futur bébé. C'est pour ça que vu que le risque est énorme, donc on va essayer de limiter ça au maximum. Ça s'appelle de la santé publique, vraiment. Et pour le coup, c'est l'une des agissements des êtres humains par rapport à nos connaissances qu'on a aujourd'hui, qui a fait que le taux de mortalité infantile a beaucoup baissé. Parce qu'avant, on n'avait pas ces connaissances-là. Donc le taux de mortalité infantile était vraiment élevé. C'est-à-dire, on commence à avoir des connaissances, on prend en compte ces connaissances et on agit en conséquence. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan psychologique, je vous ramène à aller lire dans le DSM-5, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de stress post-traumatique. Et c'est une maladie psychologique, pour le coup, mentale, qui touche vraiment, pour que les gens comprennent, par exemple, les gens qui ont subi un traumatisme. Par exemple, ceux qui reviennent de la guerre. Par exemple, ceux qui sont revenus aux États-Unis, la guerre du Vietnam ou la guerre d'Irak ou autres, il y en a beaucoup qui ont été touchés par le syndrome de stress post-traumatique, une maladie très, très, très handicapante. Et on le sait aujourd'hui que ce genre d'acte est très traumatisant par rapport aux femmes. On le sait. Donc, on va essayer d'éviter ça encore une fois. On va encore essayer d'éviter ça parce que on a la connaissance. Et troisièmement, sur le plan du consentement, on sait qu'aujourd'hui, le consentement, il doit au moins avoir 2 caractéristiques. Il doit être clair. C'est pas la question. Il doit être clair. Le consentement doit être clair. Il doit être continu. Ça veut éclairer, pardon. Le consentement doit être éclairé et continu. Ça veut dire que la personne qui exprime le consentement, elle doit le faire. Vous voulez pas de réponse. Il faut nous prendre au sérieux. Est-ce que tout ce que tu as cité, ce fut le cas pour Aïcha? Voici la question. Merci beaucoup. Moi, je m'en vais. Vous me coupez mon micro pendant que je suis en train de répondre. Au revoir. Prenez soin de vous. Qui dit que tout ce que tu as cité, ce fut le cas pour Aïcha. Simplement. Écoutez, simplement. Il a vu. Écoutez, simplement, parce que je vais aller, simplement. Moi, je vais faire une dernière remarque, et après je vais laisser Von conclure dessus. Parce que vous avez vu que c'était un cuistre, il est pas là il veut juste faire son marketing. Simplement, donc,
Pourquoi moi je lui ai posé la question sur le champ des sciences? C'est très simple. Lorsqu'il établit une corrélation entre les conclusions des sciences, simplement. C'est lui, il est parti. Simplement, on va pas passer une heure avec des clowns comme ça sert à rien. Simplement, lorsque lui il établit une corrélation entre les conclusions des sciences expérimentales modernes, qui d'ailleurs ne citent jamais, il faut le rappeler, moi je vais en citer par la suite, et le cas de Aïcha, ça pose problème car il approche les textes avec ce qu'on appelle de la critique externe. Or, s'il veut faire de la critique externe à l'idée d'indexer la compréhension de ces textes aux sciences modernes, il doit le faire en entier. Par conséquent, il doit démontrer que, il y a plusieurs points, que Aïcha elle a subi du tort à l'issue de ce mariage. Ça, c'est le premier point. Donc là, c'est ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, à savoir l'anthropologie, l'histoire. On peut évoquer, par exemple, la bioarchéologie. Dans une perspective d'histoire médicale, on peut même étudier des cas bien précis. Ensuite, il mobilise un appareillage conceptuel qu'il ne définit jamais, ni sur le plan des sciences expérimentales, ni sur le plan des sciences sociales. Par exemple, l'enfant, le concept de l'enfance est un concept qui a évolué historiquement. Je renvoie à l'historien dessus, Philippe Ariès. Philippe Ariès, c'est un des grands historiens de l'histoire culturelle et sociale, où il montre que le concept d'enfance n'est pas transposable à toute époque. Donc lorsqu'il dit une fillette, etc., sur quoi il se base? Il n'y a aucun historien, il n'y a aucun anthropologue qui parle de ce qu'il raconte, de V, de conséquences péjoratives ou de ce genre de choses. Donc il n'a rien démontré au préalable, et c'est pour ça que je lui ai posé une question un peu provocatrice, qui doit démontrer l'existence de ce mariage à 9 ans en termes de science, puisqu'il invoque le champ des sciences, qu'il le fasse jusqu'au bout. Ensuite, il doit démontrer, de par les sciences, qu'il y a un tort causé. Il doit démontrer également que c'est un enfant, comme nous on le comprend actuellement. Par exemple, il y a Sean Anthony dans son ouvrage sur le prophète, où il montre que le cas de Aïcha n'est pas en soi complètement rare, et que si on rentre dans la tradition islamique, il y avait des femmes à 9, 10, 11, 12 ans, étant donné que l'âge, en termes de normes, dans certains milieux, c'était généralement la dizaine. Simplement, et je termine sur un point, eux, ils aiment bien parler de oui, voilà, les sciences actuelles démontrent ceci et cela. J'ai publié sur mon Twitter une douzaine d'études sur le cas des mariages précoces dans les sociétés modernes. Il y a absolument aucune étude, et je parle même de méta-analyse, qui conclut que les mariages précoces sont le fruit d'une quelconque propagande, comme ils aiment bien le dire, religieuse. Les mariages précoces sont le fruit de sociétés appauvries, dans des contextes ruraux, avec absence de structures professionnelles, industrielles, qui fait que le mariage s'offre comme palliatif social et financier pour la jeune fille, car elle constitue une bouche à nourrir pour la famille. Et que la famille, ça les études le montrent, sont sincères et estiment le bien de la fille en voulant la marier. Et d'ailleurs, il parle de grossesse à risque, ça c'est encore un autre sujet, il passe du coq à l'âne, c'est un sophisme. Même dans ce cas-là, dans les pays en voie de développement, j'ai cité des études dessus, en moyenne, on parle de 4, 6, 9 morts sur 100 000, ce qui correspond en pourcentage à 0,006%. Puisque corrélation n'est pas étiologie ni causalité, ce n'est pas parce qu'il y a des morts que le facteur, la cause prépondérante est le mariage ou la grossesse en tant que telle. Il y a énormément de facteurs et de causes périphériques, comme la malnutrition, comme les maladies, comme le déficit de l'appareil technico-sanitaire. Et en l'occurrence, dans des pays comme le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine, le Mozambique, l'Inde, où ce sont des pays qui sont en top de ligne. D'ailleurs, même des études le montrent que le cas de l'Arabie Saoudite, parce qu'il a parlé du Yémen, le cas de l'Arabie Saoudite a justement stabilisé un âge marital à 20 ans, à la vingtaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu un essor de l'industrie, un essor du secteur professionnel qui fait qu'il n'y a plus besoin de pallier à, on pourrait dire, un écosystème pauvre. Donc il n'y a absolument aucune corrélation avec une quelconque propagande, comme il le dit. Et je vais terminer sur un point. D'ailleurs, même ces mêmes études que j'ai citées le disent, que toute propagande des organismes internationaux sur le plan idéologique, sur le plan légal, sur le plan politique, n'a aucune incidence à l'égard de la dépréciation de ces mariages. C'est bien l'inverse. La recrudescence de ces mariages, c'est souvent lorsque les organismes, à défaut de comprendre le besoin social, économique, en termes de pauvreté de ces milieux pauvres, rural, en campagne, dans des sociétés subsahariennes, dans des sociétés d'extrême Asie, ils sont incapables de comprendre ces points-là. Et pour preuve, ils veulent rentrer dans tout ce qui est les Usul, etc., le firq, ils ne peuvent pas rentrer dedans, même lorsqu'on prend l'OIC, lorsqu'on prend le Dar al-Ifta jordanien, égyptien, la fatwa de 2005 de Abdelaziz Cheikh, l'ensemble de ces savants condamnent
ces mariages précoces en vertu de causes extrinsèques et pour des raisons que vous ne pourrez vous expliciter dans les usul al-fiqh, dans la principologie du droit, où le gouverneur doit prendre en compte l'intérêt général, donc al-maslaha al-mursala, il doit prendre en compte l'absence de tort causé, il doit prendre en compte des règles très connues en jurisprudence comme dar'ul mafasid ala jalbil masalih, le fait de repousser le mal quand bien même il y a un bien derrière. Et toutes ces choses-là ont été étudiées. Je renvoie à l'OIC, l'organisme international de coopération, et en son sein l'organisme ou l'académie de fiqh internationale qui émet 7 conditions, dont la dernière condition est le renvoi à des médecins qualifiés pour valider ce genre de pratique. C'est également le Dar al-Ifta jordanien et égyptien qui postulent en ce sens. Donc il faut arrêter de présenter ces visions extrêmement réductrices et monolithes. Tout au plus que lorsqu'on lui cite le fiqh en ce sens, qu'il ne répond jamais, puisque la compréhension des hadiths, un hadith, pour en déduire des règles, on pourrait dire des ahkam, des statuts légaux, on doit rentrer dans la jurisprudence. Von lui a cité un savant, il n'a jamais répondu. Moi, je vais en citer un autre. Donc, c'est Burhanuddin al-Bukhari. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, je cite de tête, wa in khafa alayha al-marad fala yajuz. Donc, si l'époux craint un tort, donc à l'égard de la mariée, c'est interdit. Toute relation est interdite et prohibé, et wa in kaburatassin, même s'il est avancé en âge. Et je renvoie même dessus, parce qu'il parle de V, il parle de contraintes sur ce plan, je renvoie dessus à des chercheurs que lui est incapable de citer, à savoir Jonathan Brown, dans son ouvrage Miscoaching Mohammed. Il dit que même en Syrie, dans le monde islamique, tout ce qui était tort causé à la jeune fille ont toujours été pris en compte. On n'a jamais accepté ce genre de choses. Jonathan Brown, c'est un historien, il le dit, il a écrit un article sur ce sujet pour dénoncer les anachronismes de séquistres. On a également Caroline Bourg qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Child Marriage in Islamic Law, qui ne parle jamais de V et qui tout au plus, je précise, ne parle pas de consensus. Il n'y a pas de consensus sur ce sujet-là. On pourrait citer des savants, c'est pas le sujet ici présent. Simplement, ces individus-là ne prennent jamais en compte l'ensemble du droit musulman, que ce soit le droit classique ou le droit classique tel on pourrait dire revisité dans les sociétés modernes. Je renvoie également à Wahel al-Hallaq qui montre que le droit musulman des juristes actuels prennent en compte ces problématiques-là, à savoir le mariage précoce et